éclaircies, en particulier près de la Méditerranée, avec encore et toujours du vent. Et puis les températures vont un petit peu osciller tout au cours de la semaine. Mais regardez, le point positif, c'est que les indices de confiance ne sont pas très élevés, entre 3 et 2. Ça reste quand même assez incertain pour la suite du scénario. Vous vérifierez tout cela avec Evelyne Delia à partir de demain. Ce sera justement la Saint-Antoine. Et dans un instant, le journal de Claire Chazal. À tout à l'heure. Avec le marin, beurre le marin, beurre de micelle. Vraiment, la première classe, c'est plus que c'était. Même pas de place pour mettre les jambes. Puis alors, le vol, une éternité. J'espère qu'on va vite arriver à l'hôtel. J'ai connu mieux. J'espère au moins qu'il se rattrape sur la vue. Oh, parfait. Toyota Avensis, la qualité parle d'elle-même. Les salades au thon de Petit Navire, tout un horizon de saveurs à découvrir. Petit Navire, le bon goût du large. Bigard, la star du steak haché, c'est Bigard. Nouveau cet été, le tartare et sa sauce. Ça, c'est Bigard. Le 22 août, vous pourriez gagner 310 000 €. Oui, plus de 2 millions de francs. Surveillez votre courrier. La faisselle Riant, sans conservateur, sans additifs, 100% naturel, 100% gourmande, 100% Riant. Le nouveau truc qu'elle a trouvé pour garder la ligne, c'est de manger de la paella avec du poulet, du colin et même des moules. Surgelé Magis Veltes, 100% de plaisir, 0% de complexe. Produire, acheminer, vérifier et vous approvisionner en gaz naturel. Qui peut assurer une telle sécurité jusque chez vous? Gaz de France, ici, là-bas. Pour vous, pour demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, les suites de l'enquête dans les Ardennes après la découverte des corps de 2 victimes du tueur en série Michel Fourniret. C'est l'émotion en Belgique et en France. Tout le passé du meurtrier qui a avoué 9 assassinats va être examiné. Il devrait être jugé en France. Recherche également dans le cadre du meurtre de la petite Julie, dont le corps a été retrouvé hier dans le Bas-Rhin. Des similitudes avec 2 autres disparitions et assassinats qui ont eu lieu dans la même région poussent les policiers et les juges vers un autre tueur, Pierre Baudin. À l'étranger, la pose de la première pierre à New York de la Tour de la Liberté. Il s'agit du plus haut gratte-ciel jamais édifié qui sera construit à l'emplacement du World Trade Center. Une cérémonie qui s'est déroulée le jour anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Et puis en Formule 1, la victoire de Michael Schumacher au Grand Prix de France qui s'est couru à Manicourt. L'Allemand a devancé Fernando Alonso sur Renault. C'est sa 9e victoire en 10 courses depuis le début du championnat. Sans oublier le retrait définitif du capitaine de l'équipe de France, Marcel Desailly, qui a annoncé sur TF1 qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, et cela le jour même de la finale de l'Euro entre la Grèce et le Portugal. C'est hier soir que les corps de 2 victimes du tueur en série Michel Fourniret ont été retrouvés dans le parc du château de Sautoux. L'assassin présumé, qui a avoué 9 meurtres au total, était sur les lieux pour guider les enquêteurs. Une découverte qui soulage d'une certaine façon les familles et qui relance le travail des policiers et des juges. Le point dans les Ardennes avec Denis Brunetti et Olivier Lehellard. Hier, des fourgons ont emmené lentement dans la nuit les dépouilles des 2 jeunes filles vers un institut médico-légal pour être formellement identifiés. Mais il y a peu de doute qu'il ne s'agisse d'Elisabeth et de Jeanne-Marie, disparues en 89. Leurs corps ont été trouvés ici, à 3 mètres de profondeur, après une longue journée de recherche. Les enquêteurs commençaient pourtant à douter de Michel Fourniret, qui leur avait indiqué les lieux froidement, calmement. Pourtant, les découvertes ont confirmé ces dires, ce qui encourage la justice.
pour la suite de l'enquête. Il avait dit qu'il nous donnerait des indications, il l'a fait. Et nous allons essayer de rester dans cette logique, disons, où si ça ne répare pas les actes, au moins ça nous permet d'aboutir à la manifestation de la vérité. Et comme cela vient d'être indiqué, d'apporter un peu d'apaisement à des familles qui attendent depuis des années des réponses. Michel Fourniret a été ramené dans sa prison de Belgique où il sera interrogé sur d'autres victimes. Mais il laisse la famille de Jeanne-Marie d'Estramo encore sous le choc. 15 ans sans savoir, monsieur d'Estramo, voilà le problème comme dans beaucoup d'autres. 15 ans sans voir personne. 15 ans de vide, de néant. Et d'un seul coup, on lui téléphone que sa fille est morte et se trouve dans les Ardennes, elle aurait été assassinée. En Belgique, le village d'Elisabeth Brichet préserve son souvenir. Son ancienne institutrice lance même une association de camarades d'école. Quand je les aurai réunis, eh bien, je pense qu'il faudra qu'ensemble, on accorde énormément de temps à nos souvenirs pour dresser le portrait le plus fidèle et le plus beau possible de notre Babette. Et signe du choc dans tout le pays, le père d'Elisabeth, Francis Brichet, a été reçu aujourd'hui à Bruxelles par le roi de Belgique. Et selon les aveux même de Michel Fourniret, son premier meurtre date de décembre 87 sur Isabelle Laville, donc 17 ans, assassinée à Auxerre, en France. Le meurtrier avait pourtant été condamné quelques mois plus tôt à 7 ans de prison pour viol sur mineur. Et parmi ses victimes, Daïna, qui est aujourd'hui encore évidemment traumatisée et qu'ont rencontré Servan Hadron et Mario Campenon. Le visage de Michel Fourniret, Daïna n'a jamais réussi à l'oublier. Elle avait tout juste 14 ans quand il l'a violée. Elle porte plainte, mais dès le départ, le système judiciaire lui impose lenteurs et incohérences. Un exemple, le juge d'instruction la convoque seule, avec l'agresseur et son avocat. Ils ont refusé que ma mère entre. Ma mère n'est pas rentrée, elle attendait dehors. Je n'avais pas d'avocat. Et c'était une confrontation directe. Où là, on m'a demandé si je ne m'étais pas droguée, si je n'avais pas bu, Et là, on se demande qui est la victime. Avec son témoignage et celui de 11 autres victimes, Michel Fourniret est condamné en 87 à 7 ans de prison. À l'issue du procès aux assises, quand on a connu la peine, on a su qu'il y avait la remise de peine, puisqu'il avait déjà effectué 3 ans, qu'il y avait de la bonne conduite, il y avait donc de la remise à ce niveau-là aussi. Et ma mère a dit, elle a déclaré que c'était une honte parce qu'il allait ressortir, il allait recommencer. Et elle, on lui a demandé de se taire en plein tribunal, évidemment, mais il a effectivement recommencé. Quelques mois plus tard, Michel Fourniret tue Isabelle Laville, 17 ans, et il continuera sans être inquiété pendant des années. Daïna, elle, est persuadée qu'il existe bien d'autres victimes, vivantes comme elle. Si cet homme-là a fait du mal à d'autres filles qui n'ont pas osé se manifester, j'aimerais qu'elles se disent que voilà, moi je l'ai fait, je ne regrette pas, je crois pas, ça c'est l'avenir qui me le dira. Mais je crois qu'il faut le faire, il faut qu'elle se manifeste et il faut faire en sorte que cet homme-là ne ressorte jamais de prison. Et avec ces nouvelles découvertes, les enquêteurs vont essayer de retracer le parcours du tueur en série, comme on vient de le faire à l'instant. Des zones d'ombre subsistent au cours des 20 dernières années. Michel Fourniret a refait sa vie plusieurs fois en France ou en Belgique. On le suit en Bourgogne, en région parisienne et dans le Nord. Bénédicte Delfaux et Florence Lozac tentent de retracer son itinéraire. Michel Fourniret. Son parcours commence ici, à Sedan, il y a 62 ans. À la mort du père, métallurgiste, la famille s'installe dans cette maison. Elle est toujours habitée par son frère qui refuse de nous recevoir. Non, on ne veut rien, on ne veut pas parler, c'est tout. La voisine se souvient de peu de choses, c'est déjà un jeune homme discret. Il est venu peut-être en 60-61 là, ici. Parce que question de ça, il ne sortait pas beaucoup. 10 ans plus tard, on retrouve sa trace à Clairefontaine. Il y refait sa vie après un premier mariage et 2 premières condamnations pour voyeurisme et violence. Voici la maison qu'il construit lui-même. Il la partage avec Nicole, sa 2e femme, qui dit tomber des nues quand les gendarmes l'arrêtent en 1984. Il a violé 2 ans plus tôt. S'est-il arrêté là? Les spécialistes n'en sont pas persuadés. Il est évident qu'un tueur en série du calibre de Michel Fourniret ne va pas commencer à tuer vers l'âge de 40 ou 50 ans. Généralement, ces prédateurs sexuels commencent très tôt dans l'adolescence. Pourtant, le premier crime, il l'aurait commis en 1987, 6 mois après sa sortie de prison. Il a alors 45 ans. Nouveau déménagement dans Lyon, nouvelle femme, elle s'appelle Monique Olivier. Le couple retourne dans les Ardennes, à côté du château de Sautoux. Cette femme est une voisine. J'allais faire mes courses en ville, c'était quand même monsieur et madame Fourniret qui me gardaient mes enfants. J'avais une entière confiance, je ne savais pas ce qui se passait au juste. Les maisons changent, pas le mode de vie.
Fourniret bricole et s'enferme avec sa femme et leur fils. Au dehors, pas un mot. À l'intérieur, c'est l'esclavage. Ils pouvaient rester des semaines sans sortir, à eux trois dans cette maison, qu'on ne comprenait pas. Hein. Et quand le père décidait de travailler au jardin, elle et lui, l'enfant, devaient suivre tout le temps. Voici sa dernière maison en Belgique, car Fourniret utilise admirablement les frontières. Il enlève en Belgique et tue en France. Et 10 ans plus tard, il fait le contraire. Il sait que son casier judiciaire ne le suit pas hors de France. La preuve, l'an dernier, une commune belge l'embauche pour surveiller la cantine de l'école primaire. Il dit s'intéresser à l'éducation. Au moment de l'engagement, il y a tout de même eu un contrôle du casier judiciaire qui était vierge. Il faudra attendre juin 2003, une énième agression, suivie cette fois de son arrestation. Mais pendant 16 ans, un violeur connu de la justice française a tué en toute impunité. On l'a vu depuis le début, comme d'ailleurs cela avait été le cas dans l'affaire Dutroux, les policiers belges et français ont largement collaboré. La coopération en matière de justice et de police fonctionne bien à l'échelon européen. Avec l'accord de la Belgique, Michel Fourniret, qui est français, devrait d'ailleurs être jugé en France. Les explications de Michel Fine. Côte à côte, sur le lieu des fouilles, magistrats belges et français. Leurs enquêtes sont menées en parallèle. Leurs conférences de presse sont faites en commun. On ne donne pas de précision sur l'endroit, mais disons que... Car le tueur en série, Michel Fourniret, a fait des victimes à la fois en Belgique et en France. Il a été arrêté il y a 1 an en Belgique. Il est détenu depuis en Belgique, mais il est français. Les autorités des 2 pays sont donc en train de négocier son avenir judiciaire. Scénario le plus probable, la Belgique pourrait accepter de transférer les dossiers qui le concernent en France. Les autorités judiciaires françaises s'apprêtent à délivrer un mandat d'arrêt européen qui permettrait peut-être à la Belgique d'extrader Michel Fourniret. Il pourrait alors être jugé en France. Mais il reste beaucoup de travail. Les enquêteurs ne savent rien, par exemple, de celle que l'on appelle la jeune fille au père. Elle aurait travaillé pour la famille. Michel Fourniret l'aurait tuée et enterrée. C'est sa femme qui l'affirme. Lui ne reconnaît pas le crime. Les enquêteurs savent également peu de choses de Farida El Gouarch, femme d'un ancien d'Action Directe, un braqueur que Michel Fourniret aurait rencontré en prison. Plus mystérieuse encore, l'histoire de l'inconnu de l'autoroute A6, un homme que Michel Fourniret dit avoir tué pour le voler. Qui est-il? On l'ignore. Autre énigme, le cas d'Isabelle Laville. Michel Fourniret dit qu'il aurait enlevé la jeune fille près d'Auxerre et qu'il aurait jeté sa dépouille au fond d'un puits. Et toutes ces affaires opposent le problème du suivi des délinquants sexuels. On en recense environ 10 000 chaque année en France, qui ne sont en fait soumis à aucun traitement psychiatrique particulier. Aujourd'hui, les psychologues et les experts soulignent le manque de moyens dans ce domaine. Un fichier national est tout de même sur le point d'être constitué par la chancellerie. C'est ce que nous rappellent Nicolas Escoulan et François Lescalier. Ces détenus que nous avons rencontrés il y a 6 mois purgent tous une peine pour une affaire de mœurs. Comme chaque semaine, ils vont suivre une thérapie de groupe, un entretien collectif mené par le psychiatre de la prison et 2 psychologues. Cette technique est aujourd'hui considérée comme la plus convaincante en matière de traitement des délinquants sexuels. Elle n'a pourtant rien d'obligatoire et n'est pas en place dans toutes les prisons françaises. Faute de moyens, faute surtout d'une politique nationale. Roland Coutenceau mène de telles thérapies depuis 13 ans. Il regrette le manque d'implication du ministère de la Santé en matière de traitement des délinquants sexuels. La volonté politique dont on a besoin, c'est une synergie justice-santé. C'est cette alliance qui permettra effectivement sur le terrain de développer une offre de suivi dès le milieu carcéral pour tous les délinquants sexuels qui l'acceptent. L'autre volet du traitement des délinquants sexuels repose sur leur suivi lorsqu'ils sortent de prison. Pour les récidivistes, par exemple, c'est une obligation, et ce depuis une loi de 1998. Mais aujourd'hui, des juristes préconisent de durcir le système, notamment en interdisant aux condamnés les plus dangereux de bénéficier de remises de peine. Le ministère de la Justice se veut plus souple et rappelle qu'un fichier des délinquants sexuels existe à présent pour mieux les contrôler dès leur sortie. Autre douloureuse affaire, celle de la petite Julie retrouvée hier dans le Bas-Rhin. Les enquêteurs ont poursuivi un minutieux travail de recherche d'indices sur le terrain et ils étudient certaines coïncidences troublantes entre cet assassinat et 2 autres meurtres dans la même région. Sur place, Patrick Fandiot et Emmanuel Rivala. C'est le premier témoin, le pêcheur qui a trouvé par hasard le corps d'Edwige Vallée, 38 ans.
le premier des 3 cadavres retrouvés ces 12 derniers jours dans le Bas-Rhin. Elle était à une dizaine de mètres de moi. Je n'ai pas pensé que c'est un cadavre, quoi. Elle était sur le ventre. Moi, j'ai vu que le dos. Déshabillé naturellement. Un corps dénudé, comme ceux de Jeanne-Marie et de Julie. Tous retrouvés dans un rayon de 20 km, à quelques jours seulement d'intervalle. 3 corps, tous abandonnés au bord d'un ruisseau. Et d'après certaines sources, les gendarmes auraient trouvé sur les 3 victimes des traces de coups de couteau. Étrange similitude qui fait peser un lourd soupçon sur Pierre Baudin, suspect numéro 1 pour les 3 assassinats. Ces 3 crimes se déroulent dans un laps de temps qui est relativement resserré. Il y a la façon de procéder du criminel, le modus operandi, qui est un élément troublant. Et il y a enfin, 4e circonstance qui me trouble, c'est la personnalité perturbée et dangereuse de Baudin. Jusqu'ici, Pierre Baudin a nié avoir commis ces crimes. Il devrait être réinterrogé dans les prochains jours. Ce matin, dans le village de la Petite Julie, on enlève les avis de disparition sans cacher la colère qui monte. On est choqués et en colère parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé et on ne comprend pas pourquoi de telles personnes peuvent sortir de prison et être impunies et puissent recommencer. Les résultats des autopsies sont attendus dans les prochains jours. Ils aideront les gendarmes à déterminer s'ils ont affaire à un tueur en série. J'en viens maintenant à l'arrestation de l'assassin présumé du préfet Erignac. C'était il y a tout juste un an. Yvan Colonna était interpellé par les policiers du RAID dans le maquis corse après plusieurs jours de traque. C'est le juge Laurence Levert qui instruit actuellement le dossier. Voyons où elle en est avec Pierre Barretier et Cédric Even. À Cargès, le village natal d'Yvan Colonna, la cause est entendue. Il a été arrêté, il attend son procès. Alors personne ne souhaite plus faire le moindre commentaire. Depuis un an, l'assassin présumé du préfet Erignac, qui se cachait dans cette bergerie proche de Propriano, est détenu ici à Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. La sécurité est maximale. L'isolement pour Yvan Colonna est complet et il a duré 11 mois. Le juge d'instruction chargé du dossier est Laurence Levert. Cette magistrate expérimentée a déjà entendu à 2 reprises Yvan Colonna. À toutes ces interrogations, il a répondu négativement. Le réseau de complicité qui a assuré la cavale d'Yvan Colonna a été démantelé. 7 personnes en tout, des proches qui ont ravitaillé, transporté ou aidé le fugitif à se soigner, comme dans cette clinique, ici, dans le centre de Bastia. Là, Yvan Colonna est venu passer des radios. Mais sur l'assassinat du préfet, les éléments saisis dans la bergerie n'ont rien apporté. Alors ses avocats n'hésitent pas à parler d'absence de preuves. Il n'y a ni empreinte ADN, ni traces de téléphonie portable, aucun indice matériel qui vienne corroborer les accusations portées contre Yvan Colonna. Pourtant, à 2 reprises, devant les policiers puis le juge d'instruction, les 4 complices d'Yvan Colonna l'ont désigné comme le tireur. Il avait pour mission de tuer le préfet, dira même l'un d'eux. Et puis en juin dernier, lors de leur procès, les 4 complices se sont rétractés. Aujourd'hui, les avocats de la famille Erignac sont choqués en entendant parler de dossiers vides. Il ne faut pas se tromper de victime. C'est bien M. Claude Erignac qui a été assassiné d'une balle tirée à bout portant dans la nuque et 2 balles pour l'achever. C'est bien lui qui a été assassiné par un commando. Et la première confrontation entre Yvan Colonna et l'un de ceux qui l'ont accusé d'être l'assassin du préfet est prévue début septembre. Un incendie s'est déclaré à Vitrolles, l'un des tout premiers de l'été. 10 hectares de garrigues ont été ravagés par les flammes. De gros moyens de lutte ont été engagés, Canadair, hélicoptères, bombardiers d'eau. Les pompiers restent vigilants en raison des fortes chaleurs et de la sécheresse. À l'étranger, une cérémonie émouvante avait lieu à New York en ce jour anniversaire de l'indépendance des États-Unis. La première pierre d'une nouvelle tour, la plus haute du monde, qui remplacera le World Trade Center, a été posée à Ground Zero. Elle s'appellera la Tour de la Liberté. Michel Izard. La cérémonie s'est déroulée à Ground Zero, dans ce lieu qui reste considéré comme un sanctuaire par beaucoup d'Américains. La date choisie est hautement symbolique, 4 juillet, anniversaire de la fondation des États-Unis, pour poser la première pierre de la reconstruction du site du World Trade Center. Une inscription rend hommage aux victimes des attentats contre les tours jumelles. À l'endroit même où s'était élevé le nuage de poussière noire du 11 septembre 2001, se dressera la Tour de la Liberté,
Parmi plus de 400 projets présentés, c'est celui de l'architecte allemand Daniel Libeskind qui a été retenu. Il prévoit un ensemble de 5 tours dont la plus grande, avec sa flèche, culminera à 541 mètres. Ce sera l'édifice le plus haut du monde. Autre symbole. Cette tour de la liberté montrera au monde que ce que nos ennemis ont essayé de détruire, notre démocratie, notre liberté, notre façon de vivre, seront maintenus plus haut que jamais. Au pied de la tour sera bâti un mémorial permanent dédié aux victimes. L'ensemble des travaux devrait durer jusqu'en 2013. En Irak, de nombreuses manifestations pour la défense de Saddam Hussein ont eu lieu hier et aujourd'hui, encore ce soir. À Fallujah, par exemple, plusieurs centaines de personnes ont défilé pour protester contre la comparution de l'ancien dictateur devant le tribunal spécial irakien. Manifestation également ici la nuit dernière à Tikrit, dans le fief de Saddam Hussein. C'est principalement dans la communauté sunnite que les soutiens sont les plus forts. Minoritaire dans la population, elle avait été favorisée pendant les 35 ans de règne de Saddam Hussein. Aujourd'hui, elle se sent menacée et les tensions sont très fortes, comme ont pu le constater nos envoyés spéciaux Patricia Lémonière, Louis-François Coruble, Bertrand Lachat et Bruno Chastanier. Ce sont eux les chefs de tribu qui négocient avec les Américains et la guérilla. Ils se sont regroupés en association. À leur tête, Hosham al-Doulemi, une des plus grandes familles sunnites irakiennes. Des représentants des zones de rébellion viennent régulièrement à Bagdad le consulter. Faire libérer un prisonnier, un étranger kidnappé, négocier une trêve, un cessez-le-feu, tel est leur quotidien depuis des mois. Saddam Hussein, c'est toujours notre président. Il est toujours élu par notre peuple, à ma connaissance. Il faut attendre qu'on ait un nouveau président pour organiser son procès. Les régions sunnites sont particulièrement tendues, à l'image de ce quartier de Bagdad. C'est sur cette place que Saddam Hussein est apparu pour la dernière fois. Je l'ai vu, il était près du feu rouge, là-bas. Les Américains n'avaient pas encore occupé Adamia. Impossible de rester dans ce quartier si l'on n'est pas escorté par l'un de ses habitants. Ici, la guérilla, bien implantée, n'hésite pas à éliminer les mouchards et les étrangers. La vie au quotidien y est difficile. Avant, on n'était pas au chômage. On avait tous du travail, on vivait bien. Saddam Hussein, c'est pas un tyran, c'est l'un des nôtres. Les plus nostalgiques sont les anciens des services secrets et les militaires au chômage. Si Saddam Hussein est condamné à mort, il y aura des massacres en Irak. Des propos lourds de menaces. Les sunnites se sentent exclus du pouvoir. Ils n'ont plus de chef. Les élections de 2005 devraient consacrer la suprématie des chiites. Les clivages et les antagonismes entre les différentes communautés refont surface. Et toujours en Irak, l'armée américaine a affirmé aujourd'hui qu'il n'y avait pas de preuves crédibles qu'un groupe armé ait exécuté un djihadiste américain qui, d'origine libanaise, y était retenu en otage depuis la fin juin. Un site internet islamiste avait annoncé hier sa décapitation. Retour en France avec le début des vacances d'été. Depuis 2 jours, un certain nombre de citadins sont partis. Pour les enfants les moins favorisés qui ne peuvent pas prendre de congé avec leur famille, le Secours catholique a lancé une opération de solidarité pendant tout le mois de juillet. Elle concerne au total 5000 jeunes. Alors suivons ces enfants partis de Tourcoing vers le sud-ouest avec Mathieu Lowe et Célim Elmadel. Vous restez bien, on rentre par deux. Hein? C'est les vacances, je sais bien, mais il faut quand même un peu de discipline. C'est une question de sécurité. D'accord? Ce départ en vacances, ils l'attendaient depuis 1 an. Dans quelques heures, ces enfants retrouveront leur famille d'accueil dans le sud-ouest. La plupart les connaissent depuis plusieurs années. Pendant ces vacances, ils quittent leur famille d'origine, souvent déstructurée. Ces vacances leur permettront de vivre dans une cellule familiale normale, où ils seront aimés pour eux-mêmes, tels qu'ils sont, où ils vont trouver des valeurs, où ils vont trouver des points d'ancrage, et souvent ça va les marquer pour toute la vie. Joël a 12 ans. Il part pour 1 mois dans un petit village du Pays Basque. Chaque été, ce garçon en grande difficulté scolaire quitte la ville pour retrouver un peu de calme et de stabilité à la campagne. L'année dernière, j'ai vu être des gauchos, un veau et la belle. Après 13 heures de train, c'est l'arrivée dans le petit village d'Aïsiritz, à 60 km de Bayonne. Joël y retrouve Janine, sa mère d'accueil. Pendant 1 mois, il va vivre à la ferme et surtout retrouver une deuxième famille. Partout où on va aller avec lui, on peut aller tranquille. Il est très bien accepté. Il fait partie de la famille? Oui, oui.
C'est comme si c'était notre troisième enfant. Voilà, c'est tout. On s'y attache et je crois que quand il va partir au bout d'un mois, on est plus peinés, je pense, nous, que Joël, de nous quitter. Depuis 15 ans, 80 000 enfants sont partis en vacances grâce à cette opération. Et les candidats au baccalauréat viennent d'obtenir leurs résultats. Pour ceux qui vont devenir étudiants, donc qui ont eu leur bac, le problème du logement n'est pas facile à régler car il se heurte à une pénurie dans le domaine de la location et à la flambée des prix de l'immobilier. C'est le cas à Paris, mais aussi dans la plupart des grandes villes. À Toulon, par exemple, un record a été battu avec une augmentation de 27% l'an dernier. Le point avec Sylvain Roland et Fabrice Rimbaud. L'Eldorado des spéculateurs immobiliers, Toulon. Comme toutes les grandes agglomérations, la ville a connu de fortes hausses de prix des logements. Mais ici, cela ressemble à une explosion. 21% d'augmentation moyenne rien que pour 2003. Ceux qui, comme Gisèle, avaient investi dans la pierre il y a quelques années, frôlent le jackpot. À l'époque, on avait payé, je crois, dans les alentours de 700 € le mètre carré. Et en 4 ans, je crois que maintenant, on n'arrive plus rien à trouver sur Toulon à moins de 1500, 2000 € le mètre carré. Donc je pense que quelque part, on a fait une bonne affaire. Des prix au mètre carré inimaginables il y a seulement 5 ans. Mais coincé entre la mer et le Montfaron, Toulon a peu d'espace constructible. Alors, quand le cadre de vie s'améliore à coup de rénovation, la demande augmente, les prix aussi, d'autant plus que les bonnes affaires sont nombreuses. Toulon avait des prix 50% plus bas, voire 70% plus bas que les prix du marché environnant. Ce que fait Toulon et ce que fait le Var, c'est que la ville rattrape son retard. Les prix ont tellement augmenté qu'ils deviennent parfois trop chers pour la municipalité, au point de pouvoir ralentir la création d'habitats à loyer modéré. Le centre-ville commence à devenir cher. Donc il faudra que l'Agence nationale de l'urbanisme nous vienne en aide pour que nous puissions réaliser les acquisitions prévues. Sans création de logements sociaux en centre-ville, Toulon suivrait rapidement un schéma classique, un centre-ville riche, entouré de quartiers plus pauvres. Partir en vacances, c'est aussi devoir trouver un foyer pour son animal de compagnie. Plus d'une famille sur 2 possède un chien ou un chat ou un oiseau. Et il n'est pas toujours rassurant de les laisser dans des refuges ou des pensions. Certaines associations proposent alors une alternative, le dog sitting. Alors voyons comment cela fonctionne avec Florence Lechneck et Olivier Stambark. Alors il s'appelle Dundee, c'est ça? Dundee. Les présentations faites, Dundee part en reconnaissance. Un jardin, un camarade de jeu, son nouveau cadre pour 7 mois. Sa maîtresse doit s'absenter. Hervé prend le relais. Il s'occupera de Dundee jusqu'à son retour. J'avais avant des chiens. Malheureusement, pour des raisons financières, je n'en ai plus. Alors j'ai trouvé cet intermédiaire pour quand même avoir des chiens de temps en temps, parce que j'adore les animaux. Un désir assouvi grâce à l'association Dog Sitting. Via Internet, offre et demande de garde d'animaux domestiques trouvent rapidement écho. Que ce soit pour 1 heure ou plusieurs mois, le site rassemble déjà 10 000 membres, des particuliers échaudés par d'autres systèmes. Vous aviez expérimenté d'autres types de gardes? Oui, en chenil, mais j'ai récupéré le chien pratiquement à faune, donc ça veut dire qu'il a aboyé sans arrêt. Aucun doute, Dundee apprécie la démarche, mais il n'échappera pas à son traitement quotidien. On jette la gélule. Et on referme. Très bien. Voilà. Le nouveau maître doit veiller à la bonne santé de l'animal. On doit apporter le carnet de vaccination, les certificats attestant que le chien ou le chat a bien été vacciné contre la rage, car dès qu'on rassemble des animaux, c'est comme dans une crèche, il y a des risques de transmission de maladies virales. L'association se charge en plus de fournir une assurance sur mesure. Le propriétaire n'a plus qu'à quitter les lieux rassurés. L'animal pourrait même ne pas trop s'émouvoir de ce départ. Et en ce qui concerne notre santé à présent, une maladie est peu connue et pourtant répandue, surtout chez les femmes. Il s'agit du syndrome des jambes sans repos. Des crampes, des fourmillements ou de petites douleurs se manifestent, surtout la nuit. On les diagnostique d'ailleurs la plupart du temps lors des consultations pour les troubles du sommeil. Viviane Jungfer et Jean-François Drouillet nous en disent un peu plus. Dans le syndrome des jambes sans repos, dans 8 cas sur 10, on a ces secousses nocturnes qu'on voit ici. Il y en a une toutes les 20 secondes. Totalement inconsciente et qu'il réveille brièvement, ce qu'il fatigue dans la journée. Les symptômes se déclenchent au repos, le soir ou dans la nuit. Des décharges électriques, des picotements, des brûlures, des sensations que seul le mouvement soulage. Le syndrome des jambes sans repos est une maladie neurologique liée à un dérèglement de la dopamine et à une carence en fer. Méconnu, c'est le plus souvent dans les consultations de troubles du sommeil que le diagnostic est fait.
C'est souvent confondu avec d'autres problèmes dans les jambes, en particulier des problèmes de circulation veineuse ou artérielle, quelquefois des problèmes de nerfs des jambes, alors que c'est pas ça du tout. Parfois, comme c'est de l'insomnie, c'est pris pour une insomnie psychologique. Donc on donne des somnifères, on donne des antidépresseurs qui aggravent les jambes sans repos. Christiane a erré pendant 13 ans, de généraliste en spécialiste. Elle a pris des milliers de médicaments pour rien avant d'être dirigée vers ce service par une association de malades. J'ai passé mon temps à pleurer, je pleurais 1 heure, je me recouchais, j'essayais de dormir, ça n'allait pas, je me relevais, je repleurais. À partir du moment où j'ai été traitée, je me suis sentie revivre. On estime que 4 millions de Français, 2 femmes pour un homme, seraient touchés par ce syndrome qui s'aggrave avec l'âge, mais serait aussi favorisé par d'autres maladies, telles le diabète. Une composante génétique n'est pas non plus exclue, la recherche ne fait que débuter. Partons maintenant pour l'Angleterre où, depuis plusieurs mois, les habitants d'un petit village du Sud ne savent plus comment circuler. La situation est on ne peut plus cocasse. Vous allez le voir, un nouveau marquage au sol, assez étrange, sur les routes, rend la vie impossible aux automobilistes. Gilles Boulot s'est rendu sur place. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Lorsque les employés des ponts et chaussées sont arrivés dans ce village du sud de l'Angleterre, la route était rectiligne. Depuis qu'ils sont intervenus, la chaussée ressemble à une départementale de Haute-Corse. Les lignes blanches zigzaguent sans raison en plein milieu du macadam. En suivant le nouveau marquage au sol, les conducteurs finissent dans le fossé. Mais s'ils franchissent la ligne, ils risquent une amende. Les villageois en font des cauchemars. On s'est réveillé un beau matin, on a vu ces lignes bizarroïdes et on n'y comprend toujours rien. Mais qui a donc dessiné ce circuit pour auto-tamponneuse? Après plusieurs semaines d'enquête jusqu'au sommet de l'État, la vérité est enfin apparue. Je viens d'avoir le fin mot de l'histoire. Les ouvriers chargés de peindre les lignes étaient passés au pub. Pourtant, l'alcool est interdit pendant les heures de travail. Mais là, ils ont vraiment fait un gros écart. La direction de l'équipement s'est engagée à repeindre la route au cordeau cette fois. Elle a aussi promis de soumettre ses employés à un alcotest avant de leur confier un pinceau. Pas d'alcool bien sûr pour les pilotes de Formule 1, c'est Michael Schumacher sur Ferrari qui a remporté le Grand Prix de France à Manicourt. Le pilote allemand a devancé Fernando Alonso sur Renault et son coéquipier Rubens Barrichello. Et c'est la 9e victoire en 10 courses pour Michael Schumacher. Guillaume Lacroix et Pascal Marcelin étaient sur place. Cette image est historique. Jamais en effet la victoire en Formule 1 n'était revenue à un pilote ayant effectué 4 ravitaillements. Cela ne pouvait être que l'œuvre de Ferrari et de Michael Schumacher, une stratégie inédite et des plus agressives, tirant le meilleur de la monoplace du champion du monde. Résultat, plus une course d'endurance, mais 5 sprints consécutifs pour une 79e victoire en Grand Prix, la 9e cette saison pour Schumacher. Encore un record. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli avec 4 ravitaillements et une victoire. On est maintenant dans les livres d'histoire, c'est fabuleux. Il aura donc fallu toute l'expérience et le génie du tandem Schumacher-Jean Todt pour battre Renault. C'est dire la compétitivité de l'écurie française. Une 2e et une 4e place pour Alonso et Trulli renforcent encore la position des Bleus et Jaunes au championnat du monde des constructeurs. C'était une course superbe et ça fait plaisir. Ça confirme que Renault est la 2e écurie du monde, ça fait plaisir. Alors, il y a encore une marche à monter, mais on n'en est pas trop loin. Longtemps, on a cru que les 2 Renault seraient sur le podium, avec peut-être même un succès à la clé. Alonso en pole position vire en tête au premier virage et contient Schumacher. Trulli, avec fougue, se faufile juste derrière eux. La victoire, on l'a vu, se joue dans les stands. 4 ravitaillements donc, et un 7e triomphe à Manicourt pour Schumacher. Alonso est 2e et Trulli, non, Barrichello 3e. Le Brésilien fait l'intérieur au pilote Renault au dernier virage à quelques mètres seulement de l'arrivée. Ce très bon résultat d'ensemble, surtout ici en France, est très important pour l'équipe. Ça donne une motivation supplémentaire pour la 2e moitié de la saison. Une motivation à tester dès le week-end prochain à Silverstone. En cyclisme, la première étape du Tour de France entre Liège et Charleroi en Belgique a été remportée au sprint par le coureur estonien Jan Kirsipuu. Le jeune Suisse Fabian Cancellara, qui avait été vainqueur du contre-la-montre hier à Liège, conserve son maillot jaune. En football, à quelques minutes de la finale de l'Euro entre le Portugal et la Grèce, le capitaine de l'équipe de France a annoncé officiellement lors de l'émission Téléfoot sur TF1 qu'il mettait un terme à sa carrière internationale après 116 sélections. On l'écoute.
Oui, on va dire que je mets un terme à ma carrière internationale à partir de maintenant et que j'ai pratiqué ce métier avec une passion incroyable, avec une envie, avec un plaisir qui est unique. Je veux dire, cette fin de parcours est douloureuse parce que quelque part, c'est la fin d'émotions fortes. Et demain vont commencer les défilés de haute couture pour l'hiver prochain, mais cette fois, seules 9 maisons présenteront leur modèle et l'on regrettera l'absence des créations d'Ungaro, de Givenchy ou de Balmain. Est-ce le signe d'un déclin des créateurs de mode? Des éléments de réponse avec Viviane Blassel et Nicolas Ruel. Cette image haute couture par excellence du plus grand brodeur français, François Lesage, serait-elle amenée à disparaître? À en croire les rumeurs et les défections, si la haute couture n'est pas encore morte, elle semblerait donner quelques signes de lassitude. Autrefois, on faisait 80% de haute couture et 20% de prêt-à-porter de reste. Maintenant, on fait 80% de prêt-à-porter de luxe. Autrefois, il y avait 150, on présentait 150, 200 chez Saint-Laurent. Pendant quelques jours, chez Dior, c'est 29 passages. Si on reste uniquement dans la haute couture, on ne peut pas vivre. Ce qu'il y a, c'est certain, c'est peut-être la recherche d'une certaine manière de remettre cette couture sur les rails de l'époque. Donc, entre théâtre et prêt-à-porter de luxe, où est-ce qu'on est vraiment? La question de l'évolution de la couture est bel et bien posée. Dans le même temps, les défilés off, comme celui-ci de Gérald Wathelet, ne font que croître et embellir. Mais là, pas forcément au profit de l'artisanat français. La preuve avec l'un des nombreux Libanais en lice, Robert Abinader. C'est vrai qu'à Paris, les artisans sont plus, ils ont plus de recherche, tout ça, mais c'est trop cher par rapport au Liban. Les règles de la haute couture d'hier ne peuvent plus être appliquées à la lettre aujourd'hui. Des très belles dentelles avec des très beaux matériaux qui seront mélangés avec des matières un petit peu plus faciles d'accès pour une personne qui ne peut pas forcément aujourd'hui se payer des robes à des prix haute couture. Et ce serait quand même dommage. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Sébastien Follin, suivi du film du dimanche soir J'ai faim avec Catherine Jacob et Michel Larocque. Pour l'information, vous retrouverez demain Jean-Pierre Pernaut à 13h et Patrick Poivre d'Arvor à 20h. Très bonne soirée et merci. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80. Ce soir, à 20h50, J'ai faim. Rien n'empêchera Michel Larocque et Catherine Jacob de réussir leur régime. À 22h50, Claudine Auger et la James Bond Girl de Sean Connery dans Opération Tonnerre. À 1h10, la vie des médias. Toute l'actualité de la semaine. 20h50, J'ai faim. 22h50, Opération Tonnerre. 1h10, la vie des médias. Ce soir sur TF1. Notre maison, c'est une maison ancienne, dans un village classé. On est quand même très souvent dehors. Et on est arrivé à faire des petites terrasses qui font partie de l'intérieur. On a enlevé des toits. Et en fait, on a fait des terrasses parce que nous, on n'a pas d'extérieur. On est obligé de les créer, en fait. On a voulu garder l'authenticité, le vrai. On a essayé de faire en sorte qu'on ne voie pas la rénovation. Quand les gens rentrent ici, en fait, ils croient que ça a toujours existé, quoi. Et qu'il y a une histoire, et qu'il y a un passé. Et pourtant, on a tout cassé. Moi, ce qui m'a plu, c'est la pierre. C'est la couleur de la pierre. D'ailleurs, tout le monde adore cette couleur. C'est vrai qu'on peut en mettre partout. On peut en mettre au sol, on peut en mettre au mur. C'est vraiment quelque chose de très, très beau. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Et elle me dit, pour la kermesse de cette année, c'est vous qui tenez le stand sandwich. Elle a répétition, hein, les sandwichs. Je lui dis, oui, madame la directrice, je viendrai avec mes formules le gaulois. Et pour le dessert, je dis, oui, madame la directrice, je viendrai avec mes formules le gaulois. Sandwich plus dessert aux fruits. C'est la farandole des desserts, madame la directrice. Formule le gaulois, c'est sandwich et dessert. Eh ben, elle a dit oui. Produire, acheminer, vérifier et vous approvisionner en gaz naturel. Qui peut assurer une telle sécurité jusque chez vous?
Gaz de France, ici, là-bas. Pour vous, pour demain. Au cœur de la peau se trouve de l'eau. De l'eau qu'elle doit capter pour s'hydrater. Thermalfix de Vichy, pour la première fois, un soin au filadin qui réactive les hydrocapteurs de la peau. Plus 45% d'eau fixée pour une peau douce et rebondie. Thermalfix, le nouveau soin réhydratant. Vichy, la santé passe aussi par la peau. Master & Commander en vidéo. Retrouvez Russell Crowe dans un grand film d'aventure 10 fois nominé aux Oscars. Un DVD indispensable avec plus de 3 heures de bonus. Master & Commander, Paris à l'abordage en double DVD et VHS. Ils ont été très bien, ils m'ont fait les freins et les pneus. Ah, maintenant ça va mieux. Merci beaucoup. Point S, le spécialiste. Point S, c'est pourtant simple. Simple. Plus bas, 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 plus bas. C'est bien. Plus bas, plus bas. Avec les crédits Sofinco, les taux sont toujours plus bas, plus bas. Alors forcément, on s'habitue. En ce moment, le taux Sofinco descend jusqu'à 4,9%. Profitez-en. Quintet Plus Spot. Un jeu tellement simple qu'on aimerait que tout soit aussi simple. Pas besoin de sélectionner vos chevaux, Parier Spot le fait pour vous. Parier Spot, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. PMU, PMU, PMU. Pas envie d'une vie plate. Trop plate. XXL volume. XXL mousse. Garnier Fructistyle XXL volume au micro-cire de fruits. Le volume qui ne s'écrase jamais. Ni petit, ni médium, XXL, la taille au-dessus. Garnier Fructistyle XXL, le volume qui ne s'écrase jamais. Garnier. Vos adversaires sont partout. Défiez-les sur la chaîne avec la nouvelle console Engage QD. Engage, anyone, anywhere. Avec TF1, gagnez une maison de rêve en jouant au grand jeu de l'été. Un dîner, un soir d'été, avec une jolie table pour recevoir ses amis autour de la piscine éclairée. Quoi de plus chaleureux? Une belle soirée en perspective dans cette ambiance merveilleuse. Alors, si vous en rêvez, surtout écoutez bien la question qui va suivre. Et vous ferez peut-être partie des personnes sélectionnées pour gagner cette maison. Voici la première des 5 questions. Chaque week-end, elle malmène les candidats du maillon faible aux alentours de 19h. Il s'agit bien sûr de Laurence Boccolini, Valérie Benaïm ou Carole Rousseau. Répondez à cette question et découvrez les 4 autres en téléphonant au 32 80. Le gagnant d'aujourd'hui remportera un ensemble de jeux de jardin d'une valeur de 1 500 €. Et surtout, il participera à la grande finale pour gagner la maison. Allez, je vous laisse, les invités vont arriver. À demain. Les enfants paieront pour les crimes de leurs parents. Marion! Marion! C'est lui, c'est le Zodiac. Qu'est-ce qu'il te faut pour voir que j'ai rien à voir avec tout ça? Je t'amène l'assassin sur un plateau. Zodiac, votre saga de l'été, demain à 20h50 sur TF1. Tous en ligne, les Cuisinella. On ne bouge plus. Retrouvez Zodiac avec Cuisinella. Cet été, retrouvez Question de conduite avec Total. Question de conduite, c'est pour vous apprendre à mieux conduire. Et chaque semaine, vous pouvez gagner 1 an de carburant en vous connectant sur nos sites internet. La semaine prochaine, avec Hubert Auriol, nous vous apprendrons à faire du vélo en famille. Vous avez vos casques? Oui.
Vous avez vos gants? Oui. Allez, on y va. Ah non, attendez, pas comme ça. Vous verrez un comparatif de freinage avec et sans ABS. Et nous testerons une nouvelle invention pour la sécurité des motards. Et maintenant, place à notre jeu avec Hubert Auriol. Désormais, vous pouvez jouer toute la semaine avec nous et gagner 1 an de carburant gratuit. Si vous possédez une voiture, un scooter ou un camping-car, alors vous pouvez jouer avec nous. En effet, vous pouvez dès à présent vous connecter sur notre site internet questiondeconduite.com ou sur tf1.fr et indiquer votre nom et votre plaque d'immatriculation. Je vous donne désormais rendez-vous tous les soirs à 20h40 pour de nouveaux conseils. Mon conseil de ce soir, connectez-vous vite sur notre site internet. 1 an de carburant gratuit quand même. Question de conduite avec Total. Les courses, vous le savez bien, c'est ma grande passion. Et moi, j'adore gagner. Les courses avec le journal Tiercé Magazine. Tiercé Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Le favori French Playboy est vraiment bien musclé. À mi-parcours, il est déjà en tête. Dans le dernier tournant, il est toujours en tête. Et à l'arrivée, il y a 5 longueurs. Alexandro, le financier qui finit fort, Chalisatis qui amène la cote et Solong complète le quintet 5, 4, 13, 16, 7 qui dépasse allègrement les 115 000 € dans l'ordre. Avec 10 548,80 €, le quartet n'est pas laid non plus. Le tiercé paye 733 ou 146,60 €, le 2 sur 4 21,60 et le multi en 4 4126,50 €. Voilà pour le jeu. Côté sport, le Grand Prix de Saint-Cloud nous permettait de voir en action quelques-uns des meilleurs chevaux d'âge du moment, dont Gamut, Casaque Blanche, qui n'hésite pas à tirer sa révérence très tôt, un peu à la manière de French Playboy. Mais ce Playboy-là est anglais, et les Français, qu'il s'agisse de Policymaker, de la Pouliche Visorama ou de Short Pose à la corde, tous ne pouvant l'égaler, se contentent de l'admirer. Avec Kinder, c'est la révolution au dessert. Kinder Happy Time, le premier dessert qui se mange à la paille. C'est un délicieux mélange de glace et de lait, le tout finement mixé. Kinder Happy Time, le dessert gourmand qui change vraiment du dessert. Pour le plus grand plaisir des enfants. Nouveau Timothée pour les brunes. Shampoing Timothée au henné naturel. Reflet cuivré. Shampoing et soins Timothée henné. Expérience réservée aux brunes. Je sais pas où il est. Une petite croustille. Juste une, je suis attendu. Croustille, c'est un petit goût de fromage si savoureux qu'on prend tout son temps pour l'apprécier. Croustille, l'apéritif qu'on prend le temps de déguster. Prêtez attention à la météo avec Mediatis, crédit à la consommation. Bonsoir, eh bien les vacanciers étaient heureux sur le sud puisqu'aujourd'hui il faisait beau. En revanche, sur le nord, on pouvait espérer un temps un tout petit peu meilleur. Ce sera le cas à partir de demain avec retour du soleil. Après le passage de cette perturbation qui est arrivée dans la nuit, qui nous a intéressés sur la moitié nord, une autre partie de la perturbation est en train d'arriver sur les terres. Et justement, on va la retrouver, cette partie de perturbation, le front froid, demain sur le pays. Donc du sud-ouest au nord-est, un front ondulant, peu actif, avec généralement quelques ondées, encore quelques pluies également au nord, sur les Ardennes, ainsi que sur la Lorraine et sur le nord. Et puis regardez à l'ouest, retour de belles éclaircies, avec donc du soleil. Il fera beau en Méditerranée. L'après-midi, notre front ondulant va reprendre un petit peu en activité, avec certainement quelques coups de tonnerre en plaine, mais également sur le relief, et également des averses un peu plus nombreuses que le matin. Et puis à l'arrière, toujours des éclaircies, mais avec certainement quelques averses le long des côtes de la Manche. Il continuera de faire beau près de la Méditerranée, avec juste un léger voile de nuages altitude. Les températures pour demain matin, eh bien en fait, on va se retrouver avec une masse d'air un peu plus douce sur le sud, alors qu'au nord, ça reste à peine dans les moyennes de saison, voire légèrement en dessous. 10 de minimum à l'ouest, et puis le maximum sera de 20 degrés pour Perpignan. Puis alors pour demain après-midi, 32 de maximum prévu à Montélimar, et le minimum sera de 17 degrés à Brest. Alors pour la suite, mardi, nous aurons plus ou moins le même type de temps que demain, c'est-à-dire une moitié nord sous le soleil, encore plus sous le soleil. Sur le sud, beaucoup de nuages avec des averses, des coups de tonnerre en plaine et en montagne, et donc de temps en temps quelques éclaircies. Mercredi, attention, ça se gâte sérieusement puisque tout le monde aura droit dans la journée à une averse, à un coup de tonnerre et surtout
à beaucoup de nuages. Quelques éclaircies mais avec du vent à l'ouest et puis également du soleil sur la Corse, c'est tout. Donc ailleurs, un ciel plutôt couvert. Jeudi, ça s'améliore un tout petit peu près de la Méditerranée. Le vent va commencer à souffler, mais il y aura quand même des averses. Et puis partout ailleurs, la seule différence par rapport à la veille, ce sera, c'est en fait qu'il n'y aura pas de coups de tonnerre. Ils ne seront qu'en montagne, sur les Alpes ainsi que sur les Pyrénées. Et puis alors, vendredi, ça s'améliore un petit peu avec retour de quelques éclaircies, mais encore et toujours de la pluie. Regardez, un peu plus de soleil quand même à l'ouest, et puis enfin du beau temps qui revient en Méditerranée. Et puis samedi et dimanche, même type de temps, c'est-à-dire la moitié nord sous les nuages, passage nuageux et averse, la moitié sud avec quand même du soleil, en particulier de la Corse jusqu'au golfe du Lion. Ce sera donc le cas également dimanche. Attention quand même, la tramontane va souffler. On verra l'intensité des rafales de vent en cours de semaine. Les températures vont rester plus ou moins autour des moyennes toute la semaine. Et puis l'indice de confiance n'est pas très élevé, donc ça reste à confirmer. 3 sur 5 pour jeudi et vendredi et 2 sur 5 seulement pour samedi et dimanche. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis une très bonne semaine avec Evelyne Delia. Demain, ce sera la Saint-Antoine. À bientôt. Bonsoir. C'était la météo avec Mediatis, crédit à la consommation. Mercredi, le best-of de la ferme Célébrité. Après 10 semaines de dur labeur, Pascal Olmeta et les 13 autres célébrités vont nous faire revivre les meilleurs moments de leur séjour à la ferme. Vous voyez, c'est le best-of. Alors on va tout revoir. Allons-y, profitez-en. Les plus drôles, les plus émouvants et aussi les plus éprouvants. Il va y avoir des surprises pour tout le monde. Arrête-toi, Ménard. Est-ce que t'as compris? Et même des révélations. On a triché comme des malades. Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze vous donnent les dernières nouvelles de la ferme Célébrité, le best-of, mercredi à 20h50 sur TF1. C'est sûr, ça les a changés. Savourez une petite tranche du quotidien de la ferme Célébrité avec le pain de mie extra moelleux de Harris. Dur, la vie sans confort. TF1 avec Candy électroménager souhaite bon courage aux habitants de la ferme. Enveloppez-vous d'une sensation voluptueuse de crème hydratante et d'huiles essentielles. Nouvelle douche Palmolive Aroma Crème, à la crème hydratante et aux pures huiles essentielles. Nourrit votre peau, caresse vos sens. Palmolive Aroma Crème vous enveloppe d'une sensation de bien-être. Nouvelle douche crème Palmolive Aroma Crème, le plaisir de la peau et des sens. Bultex, entre lui et moi, il y a des milliards de micro-alvéoles qui me donnent un multi-soutien parfait et dans toutes les positions. N'attendez pas que votre corps vous réclame Bultex. Narta Homme, le déodorant antitranspirant aux actifs microrégulateurs. Narta Homme anti-odeur. Narta Homme anti-humidité. Narta Homme peau respectée. Frais dans son corps, frais dans sa tête. Antitranspirant, Narta Homme. Alexandra, il y a quoi dans le public cet été? Il y a des garçons. Il n'y a que des garçons? Que des garçons. Non, mais il y a plein d'autres choses, non? Peut-être. Ouf, c'est chaud cette semaine dans le public, avec beaucoup d'été, beaucoup de stars, L'été, quoi. Nous sommes toutes différentes, et nos corps aussi. Moi j'adore le clair, mais le noir c'est mieux pour cacher les formes. Moi j'aime la mode, mais mon corps a parfois du mal à suivre. Maintenant pour votre ligne, il y a le nouveau programme Taille Fine et Moi, un programme sur mesure et gratuit. Avec 2 produits laitiers Taille Fine par jour, une alimentation équilibrée adaptée à vos besoins et des conseils formes, Taille Fine et Moi vous aide à garder la ligne durablement. Pour recevoir votre classeur personnel gratuitement, connectez-vous sur taillefineetmoi.com. Taille Fine et Moi de Danone, votre programme sur mesure. Vraiment, la première classe, c'est plus que c'était. Même pas de place pour mettre les jambes. Puis alors, le vol, une éternité. J'espère qu'on va vite arriver à l'hôtel. J'ai connu mieux. J'espère au moins qu'il se rattrape sur la vue. Ah, parfait. Toyota A26, la qualité parle d'elle-même. Nouveau crème crisp d'Haagen-Dazs. 2 gaufrettes délicieusement croustillantes. Une onctueuse crème glacée enrobée d'une délicate couche de caramel craquant. Crisp, crème crisp, Haagen-Dazs.